Bienvenue dans Node, le podcast dédié aux acteurs qui façonnent le Maroc sportif d'aujourd'hui et de demain. J'ai mis 10 ans à monter l'Everest, j'ai gravi plusieurs sommets. Aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel, Nasser Ben Abdjelil, aventurier et alpiniste dont le parcours force l'admiration. Le but, c'était pas d'être le premier marocain, mais le but, c'est de dire c'est possible. Il partage aussi sa vision du dépassement de soi. Comment surmonter les échecs, faire face à l'inconfort et continuer à avancer quand tout devient difficile. Les gens, il faut leur dire, tu vas sortir de ta zone de confort, mais c'est pas un one-way ticket. Tu peux toujours revenir. On a aussi parlé d'alpinisme, de sport et running au Maroc. Le Maroc a un rôle à jouer. Un épisode intense, inspirant et profondément humain. Bonne écoute. Bonjour Nasser Ben Abdjelil. Bonjour Amine. Comment vas-tu ? Alhamdoulilah, tranquille. Je suis ravi de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, Node. Merci d'avoir répondu présent. Merci à toi. Aujourd'hui, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi, sur ton parcours en tant que sportif, alpiniste au Maroc, sur tes exploits, notamment l'Everest, le pôle Nord, mais aussi d'autres beaux exploits, et ta vision sur le sport et l'alpinisme au Maroc, entre autres. Peut-être avant de rentrer dans le détail, je te propose de te présenter si ça te va. Bien sûr. J'ai pas honte de le dire, j'ai 45 ans. J'ai grandi à Casa, j'ai fait mes études à Paris, j'ai fait une école de commerce. J'ai cru comprendre qu'on avait fait la même école, donc l'ESCP. Et puis après, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en finance. Donc d'abord banque d'affaires, puis j'ai fait un MBA à l'INSEAD. Et je suis rentré au Maroc en 2010 dans un fonds d'investissement aussi, donc toujours en finance. Et puis, en 2013, j'ai réalisé un rêve d'enfant qui était de gravir l'Everest. Donc, ça faisait 10 ans que je faisais de l'alpinisme. Bon, j'ai toujours été très sportif, mais j'ai commencé l'alpinisme en 2002, donc pendant mes études, à la fin de mes études en France. Et en faisant l'Everest en 2013, quand je suis rentré, j'ai un de mes sponsors qui m'a demandé de partager mon histoire et de faire le lien un peu entre les valeurs de l'alpinisme et du sport en général avec les valeurs de l'entreprise et du management. Et j'ai fait ça. Et pour moi, c'était juste une conférence. Et puis après, j'allais reprendre le boulot quelques semaines après. Et maintenant, ça fait 11 ans que ma vie tourne autour de ces conférences et de voyages que j'organise un peu partout. Excellent. Bah, écoute, on te félicite. Et en tout cas, tu as été un des précurseurs dans l'alpinisme au Maroc, notamment sur le toit du monde. Et en plus, ça a permis à bon nombre de Marocains de suivre ton aventure. Donc, c'est vraiment impressionnant. J'aime bien poser cette question aux invités. On remonte il y a quelques années, dans les années 2000, début des années 2000. Le Nasser des années 2000 était comment quel était son regard vis-à-vis du sport au quotidien et l'alpinisme peut-être, un peu plus en détail. Alors, vis-à-vis du sport, moi, j'ai toujours été très sportif depuis mon plus jeune âge, et notamment la course à pied. D'ailleurs, avec un club qui existe toujours, qui est le CMCF. Donc, j'ai commencé à courir et faire mon premier semi, j'avais 15 ans. Vraiment... C'est jeune. Voilà, je faisais à la base, je faisais des crosses à l'école. J'aimais bien la course à pied et les sports d'endurance en général. Et comme j'avais des gens dans mon club qui couraient des marathons, ils m'ont un petit peu entraîné avec eux et j'ai fait mon premier semi à 15 ans. Donc, dans les années 2000, j'ai fait mon premier marathon. Donc, c'était à Londres parce que mon premier job, c'était chez Morgan Stanley à Londres, donc une banque américaine là-bas, basée là-bas. Et c'est là où, c'est vrai, quand j'ai fait mon premier marathon, je me suis dit, what next ? Donc, au début des années 2000, c'est aussi le début de l'alpinisme pour moi. Parce que quand j'ai fait le marathon et je me suis dit, what next ? J'avais un copain autrichien avec moi en banque qui a commencé à me parler d'alpinisme. Parce que, en Autriche, les gars il y a pas mal d'alpinistes. D'ailleurs, Reinhold Messner, c'est un des plus grands alpinistes de tous les temps. Et du coup, ça m'a donné envie. Je suis allé avec lui sur le Mont Blanc. Et on a fait un stage d'une semaine, cramponnage et tout. Et c'est comme ça que ça a commencé un petit peu ma passion pour l'alpinisme. T'as pris goût à la haute montagne dès le début, en fait. Parce que du coup, le Mont Blanc, c'est pas un petit c'est déjà 4800, c'est ça. J'ai commencé, c'est le plus haut sommet de France et d'Europe de l'Ouest, donc 4800. Donc, c'est un peu ça. Bon, généralement, quand j'ai des rêves, tout de suite, j'essaye de voir grand. Et j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que j'aurais pu commencer avec un petit peu moins élevé. D'accord. Écoute, bravo. Peut-être avant de rentrer donc, dans le détail de tes ascensions, qu'est-ce qui t'a poussé du jour au lendemain ou pas à vraiment tout plaquer et vraiment tourner une page et te dédier à la haute montagne et à l'alpinisme ? Alors, c'est
Sérieusement, c'est pas quelque chose de prémédité. Ok. Comme je t'ai dit, quand j'ai fait ma conférence sur ça, apparemment, les gens ont apprécié. Il y a des entreprises au Maroc qui ont commencé à m'appeler et me payer pour parler, pour faire des speeches d'une heure. Et du coup, ça m'a permis de gagner ma vie et de vivre de ma passion à côté. D'accord. Donc, de continuer à faire des voyages, comme tu l'as dit. Après, j'ai eu le... C'est vrai, quand on gravit l'Everest, on dit, what next? Ça y est, c'est le plus haut sommet. J'ai fait d'autres choses. J'ai fait la traversée du pôle Nord, qui est pour moi plus difficile physiquement, même si moins risqué peut-être, mais beaucoup plus difficile que l'Everest parce qu'on est vraiment en autonomie, on est tout seul, il n'y a pas de Sherpa, il n'y a rien. Et puis aussi la traversée du Maroc en vélo. Exactement, on va en j'ai revenir. fait d'autres challenges. Voilà. Exactement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est venu petit à petit. Okay. Je pense que le monde corporate commençait un petit peu à me monter à la tête. J'ai travaillé en finance à Londres, à New York. C'est-à-dire j'avais touché quand même un petit peu... Un pseudo burn-out, tu penses ou... Ouais, pas, mais c'est-à-dire ça me plaisait. C'est pas ça qui me faisait vibrer. Okay. J'ai gagné très bien ma vie pour un gamin de 25 ans. Et j'ai vu que c'était pas ça. C'est vrai que quand on est en école, on voit tous ces banquiers débarquer, faire leurs présentations et tout ça. On a ça vend du rêve. Voilà, ça vend du rêve. On a les étoiles plein les yeux. Mais quand j'ai vécu ça pendant une dizaine d'années, je me suis dit, j'ai pas envie de finir ma vie comme ça. D'accord. Écoute, c'est vrai que c'est courageux, on dira, de le faire parce qu'on est un peu poussé vers ce schéma de vie. Écoute, peut-être, on va parler peut-être de tes ascensions et avant de parler donc de l'Everest, est-ce que tu veux toucher un mot peut-être sur une des autres ascensions que tu as faites? Parce que tu as fait du coup les 7 plus hauts sommets du monde. Alors non, j'ai pas fait. Je me suis lancé dans ce challenge-là. Okay. J'en ai fait quelques-uns. J'en ai fait 3 ou 4, je crois. En fait, c'est ce challenge qui s'appelle le challenge des 7 sommets. C'est le plus haut sommet de chaque continent. Mais comme j'ai fait l'Everest en 4e position, après, j'étais plus très motivé de faire des sommets plus bas. Il y en a qui font 4000 mètres. D'accord. C'est vrai, dans des coins un peu reculés, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en Antarctique. Mais pour moi, je préférais faire d'autres 8000 mètres que d'aller faire ces sommets moins challenging. Ce qui est déjà exceptionnel. Voilà. Mais déjà, dans ceux que j'ai faits, il y en a un qui m'a marqué, c'est le McKinley. C'est le plus haut sommet. Alaska. Alors, McKinley, on l'appelle aussi le Denali. C'est le plus haut sommet en Alaska, et donc d'Amérique du Nord. Et ça, c'est vraiment challenging physiquement parce qu'on est à 6000 mètres, on est en Alaska, et à ces latitudes-là, c'est très difficile aussi. En fait, pareil qu'à ces latitudes-là, un 6000, ça équivaut à un 8000 au niveau de l'hémisphère. Donc, c'est quand même... Et puis, être en Alaska, je veux dire, pour moi, Marocain, gamin, quand j'étais en... Je veux dire, ça fait rêver. Je veux dire, l'Alaska, c'était dans les rêves. C'est intouchable. Voilà, c'est comme l'Antarctique. C'est des choses, tu en entends parler. Tu vois ça dans Paris Match et tout. Mais quand tu en parles à ton père, il te dit Lekshimeshidena, tu vois. Lekshimei, tu vois. Donc, déjà, moi, j'ai une vie, alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui. J'aurais jamais rêvé avoir 1% de cette vie-là quand j'étais enfant. Magnifique, ça donne envie d'aller voir ce qui se passe en Alaska, peut-être un jour. Alors, rentrons dans le vif du sujet. L'Everest, le toit du monde, ça fait quoi de te retrouver au base camp, au pied de ce géant, l'Everest, pendant plusieurs semaines, j'imagine, avant d'avoir le hockey pour aller gravir Alors, c'est marrant parce que 10 ans avant, en 2002, quand j'ai fait un stage à Hong Kong. Et quand j'ai fait ce stage à Hong Kong, on avait 2 semaines de vacances. Et donc, tous mes potes, les autres stagiaires et tout, sont tous partis soit en Thaïlande, soit à Singapour, enfin, profiter un peu des plages. Et moi, à l'époque, déjà, je me suis dit, tiens, je vais aller au Tibet. Et je vais faire un trek au Tibet et je vais aller voir ce camp de base de l'Everest dont tout le monde parle. Parce qu'en fait, l'Everest, on peut le monter soit du côté tibétain, soit du côté népalais. Donc, il y a un camp de base de chaque côté. Et donc, j'avais déjà vu le camp de base de l'Everest côté tibétain en 2002. Et déjà, c'était la première fois que je voyais l'Everest vraiment en face de moi. Et ça m'avait déjà, j'en avais pris plein les yeux. Donc, quand je suis revenu 10 ans plus tard, en 2013, au pied de l'Everest, mais cette fois de l'autre côté, du côté népalais. J'avais fait un peu la boucle, comme on dit. Et donc, c'est un rêve qui commençait à se réaliser. C'est-à-dire, perso, je ne savais pas si j'allais arriver au sommet, mais déjà d'être là, au camp de base, c'était pour moi déjà une consécration. C'est sympa. Et de le tenter. Ouais. Parce que moi, le but, ce n'était pas d'être le premier Marocain, mais le but, c'est de dire c'est possible. C'est-à-dire, même si j'y arrivais pas,
j'espérais ouvrir des portes et qu'il y ait d'autres Marocains après moi qui se disent Ouais. il y a un Marocain qui a tenté, bon, il n'est pas arrivé, nous, on va continuer, on va faire mieux, on va y Ouais. arriver. Ouais. Et je pense c'est comme ça que tout le monde devrait réfléchir. On ne fait pas des choses juste pour réussir ou juste pour être sûr d'être le numéro 1, mais on fait des choses. On se donne à fond pour repousser les limites. Ok. Et il y a quelqu'un d'autre, voilà, les records, c'est fait pour être battu. Même en athlétisme, on a El Guerrouj, le record du 1500 mètres qui tient depuis tellement d'années, mais un jour ou l'autre, il va bien tomber. Ouais. C'est pas pour ça que Guerrouj ne sera pas un des plus grands demi-fondeurs de tous les temps. Mais il a ouvert, il a repoussé les limites de l'athlétisme. Ouais. Voilà, il y aura quelqu'un d'autre qui repoussera encore plus les limites et vice-versa. Aujourd'hui, il y a 6 Marocains qui ont fait le sommet de l'Everest. Notamment donc, plusieurs femmes. Ben voilà, et on est là, 3 femmes, 3 hommes. D'ailleurs, jusqu'à l'année dernière, il y avait 3 femmes, 1 homme. Donc comme quoi, ça aussi, ben, c'est magnifique. Ça casse des plafonds de verre, ça brise des croyances limitantes, que c'est fait que pour les mecs, que c'est dur et tout. Ouais. Non, voilà, tout le monde pourrait faire l'Everest. Voilà, Génial. Et ça, j'aime bien ce côté pionnier de repousser les limites et donner son maximum. Génial. Écoute, donc Basecamp, tu passes des semaines, j'imagine, à attendre le hockey et arrive le jour J, cette montée jusqu'au sommet, notamment, j'imagine, les derniers mètres, elles se font un rythme très lent. Quel est ton sentiment à ce moment-là? T'es pas pris par une peur, parce qu'on passe quand même par une dead zone. Qu'est-ce qui tourne dans ta tête à ce moment-là? Alors en fait, déjà, pendant des semaines, on n'attend pas au camp de base. En fait, on fait des rotations sur la montagne. C'est-à-dire, on va au camp 1, on redescend au camp de base. On va au camp 2, on redescend au camp de base. En fait, à chaque fois, on pousse nos limites un peu plus haut sur la montagne pour s'acclimater. Et puis, on redescend au camp de base. Donc, on fait à peu près 1 mois et demi comme ça d'aller-retour pendant un mois et demi. Et puis après, comme tu as dit, on attend une bonne fenêtre météo pour aller jusqu'au sommet. Et donc là, le dernier push, on va dire, vers le sommet, il dure à peu près 2 jours. On dort une fois au camp 2 et puis on passe une après-midi au camp 4. Et c'est vrai que moi, jusqu'au dernier camp, jusqu'au camp 4, pour moi, c'est encore un rêve d'arriver au sommet. C'est-à-dire, je me dis, c'est incroyable. Ouais. Et je suis très content, même si ça devait s'arrêter au camp 4. Moi, chaque mètre de plus que je faisais sur l'Everest, c'est une victoire. Ah ouais, c'est une victoire, c'est déjà top. Donc vraiment, là où j'ai commencé à réaliser que j'allais y arriver, c'est 100 mètres avant d'arriver au sommet. C'est-à-dire quand je le voyais. Tu l'as vu. Voilà, tu as vu la ligne d'arrivée. Voilà, j'ai vu la ligne d'arrivée. Là, je me rappelle, j'ai dit à mon Sherpa, écoute, ralentis, j'ai envie de savourer ce moment. Parce qu'en fait, c'est comme tout dans la vie. Quand on a réussi, il y a une joie incroyable, mais ça y est, après, le soufflet retombe. Donc moi, je voulais profiter de me dire, je suis en train de réussir, c'est impressionnant. Au maximum. Et après, c'est vrai, tu as raison, quand je suis arrivé au sommet, j'étais un petit peu... j'étais pris d'une peur un peu le syndrome de l'imposteur, de se dire, pourquoi moi? C'est trop beau pour que ça arrive, il va m'arriver une tuile à un moment. Ouais. Et d'ailleurs, souvent, malheureusement, les gens qui meurent sur l'Everest, ou les gens... Sur la descente. Il y a entre 5 et 20 personnes qui meurent, et c'est souvent dans la descente, parce que soit les gens ont baissé leur concentration, soit ils ont glissé, de lucidité, soit ils sont trop fatigués, ils ont trop poussé. Donc ça aussi, alhamdoulilah, d'un point de vue physique, je me sentais très bien. J'étais pas vraiment au bout de mes forces. D'ailleurs, si tu vas sur YouTube, tu vois des vidéos, tu verras que je parle. Je suis resté à peu près 40 minutes sur le sommet, alors que normalement, les gens, vraiment, ils prennent une photo, ils descendent, mais moi, je suis arrivé un peu tôt. Tu as même fait une vidéo au sommet. Voilà, j'ai plusieurs vidéos au sommet. J'ai appelé mes parents par téléphone satellite. J'ai fait une prière. J'ai pris mon temps, parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on y est, donc je voulais vraiment, vraiment profiter et savourer de ce moment. Je me rappelle, le Sherpa s'impatientait pour qu'on redescende, et moi, j'étais non, le plus je pouvais rester, le mieux. En plus, j'avais pas mal de sponsors, donc il fallait que je sorte les drapeaux marocains, les drapeaux des sponsors. Donc j'ai vraiment profité de ce moment-là. Et puis voilà, j'ai fait une prière pour remercier le bon Dieu, et surtout, même mes parents, je me rappelle, j'aurais dit, écoutez, c'est pas fini, soyez pas trop contents, on se reparle au camp de base, parce que pour moi, ça sera fini quand je serai descendu. D'accord, ouais, j'imagine. C'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs, la descente, elle est, si ce n'est aussi compliquée que la montée souvent. Oui. Alors, tu as mentionné les Sherpas, c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand même, cette ascension et bon nombre d'ascensions se font en partie grâce à ces personnes-là. Est-ce que tu aurais peut-être un mot à dire vis-à-vis des Sherpas et de la communauté Sherpa, peut-être en général? Alors, c'est pas grave, on n'y serait pas arrivé sans eux. Je veux dire, 99% des gens qui font l'Everest aujourd'hui,
ils la font assister par les Sherpas. Les Sherpas mettent des cordes fixes sur la montagne. Donc, en fait, il y a des cordes de rappel. Je veux dire, vous savez, même monter une échelle en étant assuré ou pas, Oui. c'est complètement autre chose. Je te dis de monter une échelle de 10 mètres, je te jure que tu vas trembler. Si je t'attrape par derrière, tu vas la monter, mais à une vitesse X. Donc, il faut imaginer que l'Everest, grâce à eux, c'est un peu comme ça. Il y a des cordes fixes, on est attaché. Si on tombe, ben, on va tomber. Il y a toujours des accidents parce que la corde, elle peut se détacher. C'est des pistons qu'on met dans la glace, donc ça peut fondre. Donc, il y a toujours l'élément risque. Mais je veux dire, c'est eux qui font 98% de la logistique sur l'Everest. C'est vraiment les Sherpas. Donc, c'est des gens qui sont nés là-bas. Donc, qui sont acclimatés naturellement à ces hautes altitudes. Les gars, toi, tu es en train de crever. Lui, il fume à côté de toi tranquillement en trottinant. Ouais. Donc, je veux dire, c'est un autre monde. C'est comme si tu courais de 100 mètres avec Usain Bolt qui t'accompagnait. Ouais. Donc, après, ils risquent beaucoup leur vie pour nous. Donc, il faut savoir qu'un Sherpa, il fait une seule fois l'Everest dans l'année et après, il repart dans son village vivre avec sa famille. Mais il risque sa vie tous les ans une fois. Alors, parce que c'est l'Everest, mais c'est l'Everest pour ouvrir la voie en plus. Voilà, exactement. Donc, ils sont devant. S'il y a une crevasse, c'est eux qui tombent les premiers. Ouais. Bon, après, ils sont payés 10 fois le salaire annuel népalais pendant ces 2 mois. Donc, voilà, c'est un risque calculé. Donc, il y en a qui l'ont fait 20 fois. Donc, ça fait 20 ans. Il faut se dire qu'ils le font une fois par an. Donc, ça fait 20 ans qu'ils le font. Mais malheureusement, c'est la première population en termes de pertes sur l'Everest, c'est les Sherpas aussi. Donc voilà, c'est un risque que certaines personnes, malheureusement, sont aussi obligées de prendre. Bien sûr, bien sûr. Super intéressant en tout cas. Tu rentres de cette expédition, tu as ouvert la voie du coup à bon nombre de Marocains. Est-ce que tu penses que tu as joué, je pense que tu en as parlé un peu, mais est-ce que tu as été un peu un mentor pour ces Marocains qui ont voulu se surpasser? Et est-ce que finalement, tu as eu des retours de ces personnes-là qui t'ont contacté pour te demander peut-être des conseils et vraiment les pousser à passer le cap, passer cette étape-là? Alors, un mentor, je ne sais pas, ça à eux de le dire, mais en tout cas, moi, à chaque fois que quelqu'un m'a contacté pour lui donner des conseils ou pour l'encourager, j'y suis allé. Alors après, il y a des gens aussi, et je n'ai pas envie d'avoir cette responsabilité, qui n'ont jamais fait d'alpinisme et qui m'appelaient pour me dire demain je vais faire l'Everest. Ouais. Alors c'est pas je les ai dissuadés, mais je leur ai dit, moi j'ai mis 10 ans à monter l'Everest, j'ai gravi plusieurs sommets. Je veux y aller pas, step by step. Voilà, step by step. Les gens m'ont connu, c'est vrai, que sur l'Everest, mais j'ai fait plusieurs sommets. Donc les seules personnes que je pourrais, alors même pas dissuader, parce que chacun se fait sa propre opinion, mais je n'encourage jamais personne à se lever un matin et aller faire l'Everest sans aucune préparation avant. D'accord. Par contre, oui, je pense que toutes les autres personnes, j'ai parlé à toutes les personnes qui ont fait l'Everest après moi. Il y en a encore qui préparent l'Everest et qui se préparent bien en faisant plein d'autres sommets. Je suis toujours ouvert aux conseils quand on m'appelle. Parce que c'est assez, finalement, c'est assez marqué par l'entraide, j'ai l'impression, dans ce milieu-là, et que la compétition, peut-être sur d'autres sports, c'est beaucoup plus compétitif. J'ai fait un temps, par exemple, au marathon versus une autre personne. On va aller chercher un peu la compétition. Sur la haute montagne, l'alpinisme, on essaie de s'entraider, se faire passer des messages, c'est ça? C'est vrai que c'est un sport où il n'y a pas de... C'est-à-dire, on ne peut pas dire j'ai monté l'Everest en 8 heures ou j'ai monté... Parce que d'abord, les conditions sont différentes d'un jour à l'autre. Donc, vous avez des gens qui peuvent le monter très rapidement, d'autres... Je veux dire, il n'y a pas trop de compétition sur le temps. Donc ça aussi, entre Marocains, personnellement, je ne sais même pas en combien de temps les autres l'ont monté ou pas. On ne sait jamais. C'est même pas, alors que c'est vrai que sur un marathon ou un Ironman, première des choses, tu vas lui dire en combien de temps tu as fait, voilà, tu vois, pour essayer de un petit peu se comparer. Mais non, on ne se compare pas trop dans ça. Personnellement, c'est vrai que dans ce sport, non, je pense qu'il y a de l'entraide. Il y a eu plusieurs Marocains qui sont partis. Moi, personnellement... alors, j'en connais plus certains que d'autres, mais vraiment, j'apprécie tous les gens qui ont fait l'Everest, que ce soit après moi ou même ceux qui se préparent maintenant. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont assez sérieux dans leur préparation et qui s'y préparent. Ok, voilà. Très bien. On t'a vu sur un film documentaire, celui de Kaizen, avec Inox Tag. Donc lui, complètement différent pour les auditeurs peut-être qui ne sont pas au courant. C'est un jeune ultra-influenceur en France qui se lance un défi de monter l'Everest.
gravir l'Everest, avec zéro expérience d'Alpi. Et on tombe sur toi, d'ailleurs, avec lui, sur le mont Toubkal. Tu l'as accompagné, c'est ça? Et peut-être, est-ce que tu peux nous dire Bien un sûr. mot sur son projet? Qu'est-ce que tu penses de son projet? Bien sûr. Alors, en fait, il m'a contacté 1 an avant de faire l'Everest. Et c'est vrai qu'il m'a dit, écoute, moi, j'ai jamais rien fait. C'est un YouTuber qui se lance des défis. Il a vécu sur une île pendant une semaine, je crois, tout seul. Voilà. Moi, je le connaissais pas. C'est mes petits neveux qui m'ont dit, quoi, Inox Tag, faut que tu le rencontres et tout. Donc, je l'ai rencontré à Marrakech. Il voulait faire le Toubkal. Quelqu'un a dû lui dire, ben, il y a le premier Marocain qui a fait l'Everest. On a des amis en commun. Donc, il m'a dit, voilà, j'ai un projet dans 1 an de faire l'Everest, mais je vais me dédier pendant 1 an H24 à ce projet. Donc, c'est vrai qu'il n'avait aucune expérience. Donc, si tu veux, moi, les 10 années où j'ai fait plein de sommets, Tu travaillais. voilà, moi, je travaillais. Donc, chaque année, je prenais 2-3 semaines. Ouais. Lui, finalement, il a sûrement dû, durant cette année, faire plus de sommets ou autant de sommets que moi en 10 ans. Donc, c'est là où la démarche était intéressante. Quand il est venu chez moi, il ne m'a pas dit « je monte l'Everest demain ». Il m'a dit « c'est dans 1 an ». Je prends un guide français qui est dans le documentaire aussi, Mathieu Dumas, hyper spécialisé aussi et tout. Je vais faire les Alpes, je vais faire plein de stages, je vais aller faire la Madablam. Ouais. Voilà. Je crois qu'il n'a pas encore fait le Kilimandjaro. Donc, il a fait la Madablam, qui est aussi un super simi très technique, même plus technique que l'Everest. On voit les images dans le exactement, documentaire. sur l'Himalaya, c'est impressionnant et tout. Donc, c'est vrai qu'au début, on peut se dire, ouais, est-ce que c'est pas un YouTuber qui va juste faire le buzz et tout? Mais quand j'ai vu tous les moyens qu'il a mis en place cette année pour faire ça, il est revenu 1 an après, refaire le Toubkal une 2e fois avec moi, 2 semaines avant d'aller sur l'Everest. Et donc, vraiment... Et donc là, j'ai vu l'évolution du gars. La première fois, on l'a fait en 2 jours et tout. La deuxième fois, on l'a fait dans la foulée. One push. On allait au sommet, on est revenu. Et surtout, quand j'ai vu un peu, parce qu'il m'a montré des vidéos et tout ce qu'il avait fait pendant cette année de préparation, sérieusement, d'abord, chapeau, parce que quand le gars, 1 an avant, il te dit « je vais faire tout ça », bon, il y a plein de gens qui disent « je vais faire » et on a tous des rêves et tout, mais il y en a peu qui passent à l'action et qui réalisent ça. Mais lui, c'est vraiment très bien entouré. Même sur sa préparation physique, son corps avait changé. Il a un préparateur physique, Manga Workout, qui est aussi un autre YouTuber qui l'a super bien, Idriss, qui l'a super bien préparé. Donc vraiment, moi, j'aime bien les gens qui font ce qu'ils disent, c'est-à-dire qui ont un plan, qui font ce qu'ils disent et qui réalisent. Et c'est ça qui est important. Quand tu es structuré, tu planifies, tu es dans l'action, tu dis ce que tu fais, ben, sérieusement, quand la phase de préparation elle est aussi bien menée, je vais dire, après l'exécution, tu prends beaucoup moins de risques. D'accord, ouais, super. En tout cas, son message a résonné, je pense, bon nombre de jeunes et de moins jeunes en France et au Maroc. Et ça se retrouve un peu aussi dans ce que toi, c'était ton projet, ta vision de montrer que c'était pas impossible et qu'en fait, une personne lambda, sportif, athlétique, peut atteindre des performances qui sont quand même, disons, hors normes. Exactement. En parlant peut-être d'un autre de tes exploits, tu as été, du coup, tu l'as dit en introduction, tu as été le premier Marocain au pôle Nord. Comment t'es venue cette idée 2 ans après avoir fait l'Everest? On cherche un nouveau projet, on cherche un truc un peu différent. Et quelle était un peu la difficulté de se retrouver au pôle Nord, au milieu de nulle part? Alors, ouais, moi en fait, c'est ça qui est excitant, c'est de faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Je veux dire, toute ma vie, même le fait de tout quitter et aujourd'hui on en parlera sûrement, mais faire des conférences, inspirer les gens et tout. Je pense qu'il y a des gens dans la vie qui, dès petits, n'ont pas envie d'avoir une vie normale, métro, dodo, boulot, mais plutôt une vie qui sort de l'ordinaire. Alors, moi, je dis souvent, j'ai fait l'Everest, mais je suis sûr que si ce n'était pas l'Everest, j'aurais fait autre chose dans ma vie pour pas avoir une vie normale qui rentre dans les clous. Donc voilà, donc après l'Everest, c'est vrai que tout le monde me disait, mais ça y est, maintenant tu as fait l'Everest, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? C'est dur de trouver plus dur quand même. Ouais. Et ben, j'avais envie de faire les pôles parce que aussi, alors, les pôles, ben, c'est comme l'Alaska, c'est des régions, quand tu es petit et tout, ça fait rêver, quoi. Les pôles, les ours polaires, c'est des choses qui font rêver. Donc, j'avais trouvé un guide australien avec qui j'avais un peu sympathisé sur Internet et tout.
Et il m'a dit, bah, viens essayer les 2 pôles, donc pôle Nord, pôle Sud. Et je lui dis, c'est lequel qui vraiment est incroyable pour les yeux et pour l'expérience? Il m'a dit pôle Nord, parce que en fait, le pôle Nord, c'est pas un continent, c'est une calotte glaciaire. Donc, tu es sur l'océan. Il y a 1 mètre de glace, mais C'est en de la dessous de toi, glace. voilà, Ouais. en dessous de toi, c'est de l'eau. D'ailleurs, parfois, là aussi, il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube. Parfois, on tombe dans l'eau, il faut traverser. Je veux dire, c'est incroyable. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans tous ces challenges-là. C'est ce côté aventure, pas savoir se lancer. Alors, il y a des gens, ça leur fait peur de se lancer, de sortir de leur zone de confort. Moi, ça m'excite. En fait, me dire, allez, c'est-à-dire demain, tu me dis, viens, on va rencontrer comment ça s'appelle, un peuple primitif en pleine Amazonie. J'adore. Boum, t'y Ah vas. ouais, j'y Ouais. vais à fond. C'est un truc, c'est-à-dire, j'ai envie de découvrir des nouvelles choses. Et en fait, j'adore croquer la vie à pleines dents, découvrir des nouvelles choses continuellement. Sortir vraiment Voilà. de ton petit confort, ta routine. Exactement. Et je suis un peu impatient de croquer la vie à pleines dents. C'est-à-dire, on ne sait pas quand ça va s'arrêter et je veux avoir aucun regret. C'est-à-dire, Ouais. je vais me dire, ben, tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Alors, je ne vais pas tout réussir. Hein. Moi, c'est ce que je dis. C'est quand vous voulez faire des choses dans votre vie, il faut tenter plein de choses. Il y a des choses, ça va passer, des choses, ça ne va pas passer, des choses, vous allez apprécier, des choses, vous allez regretter. Mais au moins, je me serais dit, je les ai faites. Et donc, le pôle Nord, c'est un petit peu comme ça que je me suis lancé. Et j'ai vraiment pas regretté. Personnellement, ça m'en a mis plus les yeux que sur l'Everest. Ah ouais. Ah ouais, c'est Une impressionnant. petite, le une pôle petite Nord. anecdote croustillante sur, Mais sur tes moments là-bas au pôle Nord. déjà, il n'y a pas de nuit. C'est-à-dire, c'est 24 heures pendant 3 semaines. Tu n'as pas vu une seule fois ouais. la nuit. Donc, déjà, ça, c'est un truc Ça te incroyable déboussole dans sa complet. vie. Ouais. Et puis, quand tu es dans ta tente, tu n'entends des pas dehors et tu dis, là, c'est pas un chien ou un chat, c'est un ours polaire. C'est des choses que je pense que tu vis pas souvent dans ta vie. Et bon, alors, heureusement, le gars nous a pas attaqué, il n'y a pas d'échelle. Vous étiez, Mais je vais vous dire, étiez on armé était deux. au cas où ou pas? Ouais, on a un fusil. On a Ok. un fusil, mais c'est hyper. C'est-à-dire, c'est hyper. La loi là-bas t'interdit de tirer sur les ours polaires si tu n'es pas en légitime défense et tout. Donc, il Ouais. faut vraiment le faire au dernier moment. Tu ne peux pas sortir et buter tout ce qu'il y a autour. Mais donc, c'était des moments incroyables. Tu vois, et se lever le matin et aller chercher de la glace pour la faire fondre, préparer son petit-déj. Parce que sur l'Everest, encore une fois, c'est les Sherpas qui font ça. C'est vrai. Donc, sur l'Everest, tu es un peu. Assisté, en ouais, fait. Ouais. en bed fonction and du- breakfast, mais Ouais. à 8000 mètres d'altitude. Sur le pôle Nord, tu n'as rien. Si tu fais pas fondre la neige et tout, tu manges pas, tu dors pas et tout. Ah, Donc, c'est vraiment aussi cette autonomie, monter sa tente avec des moufles, des trucs. Tu peux pas dire je suis fatigué, je le fais pas. Tu le fais pas, tu meurs. tu meurs. Voilà. Aller aux toilettes aussi, c'est incroyablement difficile sur le pôle Nord parce que sur l'Everest, tu as des petites tentes toilettes, tu t'assois, tu fais ça à midi, il fait beau. Au pôle Nord, il fait hyper froid. Ça Je peux te change dire pas. qu'il faut être Ouais. très très rapide pour aller aux toilettes et revenir. Donc, ouais, c'est. Combien de c'est temps ça. l'expédition a duré? 17 jours. 17 jours. Ah, sur c'est long place. quand même. Ouais, c'est long quand même. Et c'est ça. C'est que c'est pas 2 jours, il fait froid. Ouais. C'est 17 jours, il n'y a pas de nuit, il fait moins 40. Tous les jours, tu déballes ta tente, tu l'as. Tu Je veux dire, tires c'est- ton voilà, matériel, tu tires ouais. ton matos, tu as toute ta bouffe pendant les 17 jours. Et puis la calotte glaciaire aussi, elle bouge. C'est ça qui est incroyable d'ailleurs, anecdote sur le pôle Nord. C'est que tu peux dormir le soir, tu es à 100 km du pôle Nord, tu te réveilles le matin, tu es à 120 km. Parce qu'en en fait, la calotte a bougé un peu sur l'eau. Donc en fait, le pôle Nord, c'est un point 0,0 géographique, mais toi, la banquise, comme elle bouge un peu sur l'eau, tu peux dans les deux sens, tu peux avancer. Donc tous les matins, le suspense, c'est où est-ce qu'on en est par rapport à hier. Donc Wow. soit tu as avancé, soit tu as reculé, parce que le vent, en fait, bouge aussi la calotte glaciaire. Donc ça aussi, c'était un petit suspense tous les matins. Généralement, on faisait 25 km par jour. Donc si le matin, tu te réveilles, tu vois que tu as reculé Ce de qui est déjà 25 énorme, km, 25 km dans ces conditions-là. ouais, tu te dis, tout ce que j'ai fait hier, ça revient à zéro. Wow, eh ben, écoute, c'est impressionnant. Tu as parlé, et je pense que ça fait écho à ma prochaine question, c'est sur l'échec. Comment tu surmontes en fait des potentielles difficultés ou l'échec dans des conditions un peu comme ça? Vers quoi tu te retrouves en fait quand tu es vraiment dans le dur et tu te réveilles, tu te dis, bah, merde, on a fait 50 km en arrière. Comment on se motive à ce moment-là? Alors, tu vois, petit, je m'énervais beaucoup sur les échecs, c'est-à-dire rater un examen, rater un avion, des choses comme ça. Et en fait, après, j'ai appris avec l'expérience, il faut s'autoriser un taux d'échec dans sa vie. C'est-à-dire, on ne peut pas tout réussir. D'accord. Quand tu pars du postulat que, écoute, moi, je prends beaucoup l'avion,
Maintenant, j'ai dans ma tête, il y a 10% des avions, je vais les rater. Ça, c'est un postulat de base. C'est pas grave. Bon, un peu moins, disons 5%. Donc, quand tu pars sur ce postulat, le jour où tu le rates, je dis pas, mince, j'ai raté. Je dis, c'est top, j'en ai pris 20 ce mois. Donc, c'est pas grave cette année. Si j'en ai raté 1 sur 21, c'est pas très grave. Donc, en fait, là aussi, c'est la même chose. Le matin où tu te réveilles et tu as reculé de 25 bornes, tu dis, bon, il y a d'autres jours, j'ai avancé de 20 bornes. Bon, aujourd'hui, c'est un jour sans. Voilà. Et je pense la vie, quand tu la vois dans tout, hein, même dans ma vie personnelle et tout, quand tu vois chaque échec, c'est-à-dire tu perds pas d'énergie à te dire, mince, pourquoi ? En fait, il te faut tellement d'énergie pour rebondir que j'ai pas envie de la gaspiller à me dire, ah mince, mais si c'était à refaire, j'aurais pas dû faire. Ça y est, ce qui est arrivé est arrivé. Ouais. L'échec, il est là. Même sur un point de vue perso, c'est un truc plus personnel, mais tu vois, j'ai divorcé, je trouve que j'ai un échec. Aujourd'hui, je m'entends hyper bien avec la mère de mes enfants. Donc, j'ai essayé même de cet échec personnel d'en faire une réussite. Et de te projeter. Voilà. Et donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire dans la vie en général, c'est ne pas perdre son temps à regretter, à se dire mais qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça ne se passe pas. Il faut plutôt se dire écoute, comme tout le monde, je ne suis pas parfait. Et parfois, c'est normal d'échouer. Et d'ailleurs, si on ne connaissait pas d'échec, même la victoire, elle n'aurait pas de saveur, parce qu'on va dire tout le temps, on réussit. C'est bien dit. Donc, à la fin, voilà, on n'est même pas heureux. Ouais, c'est normal, je vais réussir. Donc, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on est humain et qu'on est content de gagner parfois. C'est qu'on sait que parfois, on peut perdre. Et voilà, et de mettre toute son énergie à se dire, vu la situation, je ne peux pas revenir en arrière, mais qu'est-ce que je peux faire pour que en avant, ça se passe très bien. D'accord. Écoute, c'est un bon message et c'est vrai que parfois on se frustre pour des petits détails en fait finalement, mais qu'est-ce qu'on apprécie les victoires et c'est vrai qu'on l'apprécierait pas autant si on pouvait pas les rater. Un autre exploit qui a fait beaucoup de bruit cette fois-ci au Maroc et un très beau projet pour une belle cause. C'était le triathlon un peu XXL, le plus grand triathlon on dirait du Maroc, même je pense parmi les plus grands triathlons du monde. C'était la même année, j'imagine, que le pôle Nord en 2015, où avec Mohamed Lana, tu as décidé de traverser le Maroc de la pointe nord à la pointe sud, 3000 km et plus. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire ça ? C'est quand même hors norme. Tu voulais peut-être pas juste faire un double ou triple marathon. Non, tu fais 3000 km. Alors ça, c'est vrai qu'au-delà du caractère patriotique, c'était la 40 ans de la marche verte. Donc, depuis qu'on est petit, on entend toujours le Maghreb min Tanja ila al-Gouera. Donc, moi, je voulais faire ce Maroc de Tanger à al-Gouera. D'ailleurs, on n'est jamais arrivé à al-Gouera, mais j'expliquerai pourquoi. C'était donc voilà, au-delà de ce côté, c'était aussi de le faire avec Mohamed Lena, qui est un incroyable athlète de paratriathlon, d'ailleurs que je t'invite à vraiment à interviewer aussi. Je l'inviterai peut-être sur le podcast. Il est super ce gars. Et c'était, en fait, on s'est dit, on va traverser le Maroc du nord au sud à travers un triathlon XXL, comme tu l'as dit, donc nager dans les eaux territoriales. Alors, on n'a pas nagé de Algeciras au Maroc, mais on a fait à peu près 8 km dans la baie de Tanger. Ouais. Après, on a fait Tanger, Dakhla en vélo, 180 km tous les jours, avec un bus qui nous suivait. On dormait comme un peu Tour de France, tu vois, on dormait dans le bus, on mangeait dans le bus. Qui te suit. Ouais, on avait une équipe top avec un chauffeur, un mécanicien, un masseur. Tu vois, on faisait notre petite cuisine dans le bus et tout. C'était vraiment, je pense, c'est des aventures que j'ai vécues. C'est l'aventure en équipe qui m'a le plus marqué et dont je garde les meilleurs souvenirs. Et après, une fois arrivé à Dakhla, on a couru cette fois jusqu'en Mauritanie. Alors, il faut savoir que le Gouera est de l'autre côté, voilà, du côté mauritanien. Donc, on a du mal à aller jusqu'à le Gouera. On allait jusqu'à la frontière mauritanienne. Voilà, le Gouera était en face. C'est un no man's land. Aujourd'hui, personne ne peut y rentrer. Mais voilà, donc c'était quand même un défi incroyable. On l'a réussi à peu près en 2 semaines. On est arrivé le 6 novembre, donc pour les 40 ans de la marche verte. Je regrette quand même que... Alors, ça a eu de l'écho, mais pas assez par rapport, j'ai trouvé, au symbole et surtout par rapport à Mohamed Lena, qui l'année d'après est devenu champion olympique. Exactement. Voilà, enfin... Paralympique. Vice-champion olympique, paralympique.
Donc, c'était incroyable. Il a regagné une autre médaille olympique par la suite. Donc, c'est surtout aussi, je pense, cette aventure humaine que j'ai vécue avec lui qui est devenu vraiment D'ailleurs, un copain. Enfin. D'ailleurs, les images de vous voir, que ça soit courir, et notamment le vélo aussi, de le voir, c'est une personne à mobilité réduite qui court et qui fait du vélo avec une personne comme toi. C'est quand même assez impressionnant, avec des temps de passage qui sont plus qu'honorables. Ah oui, moi, il m'a inspiré, parce que quand j'étais fatigué tous les jours, c'est tous les jours, 180 km un jour, ça va, mais tous les jours pendant 10 jours. Mais quand je le voyais pédaler, parce qu'il a une jambe, enfin, tu vois, l'autre jambe, elle est vraiment fixée au vélo. Donc, je me suis dit, je ne peux pas me plaindre. Le gars, il pédale avec une jambe, on pédalait au même rythme. Donc il envoie des watts. Ah ouais, le gars, il envoie des watts avec une jambe. Donc, j'imagine s'il avait ses deux jambes. Donc, incroyable. Et toujours, ce qui est incroyable, ce mec-là ne se plaint jamais. Il a toujours le sourire. Demain, il me dirait, viens, on traverse l'Australie à pied. J'irai avec lui direct, parce que le gars, mais c'est... Dégage des bonnes ondes. Ah ouais, incroyable. Génial. Donc, après tous ces exploits-là, et je pense en parallèle déjà dès 2013, après l'Everest, tu décides d'en faire un peu ton métier et d'animer du coup des conférences auprès des dirigeants et auprès des entreprises ou du secteur public. Est-ce que tu peux nous dire un peu un mot sur quel était vraiment le message et la vision que tu voulais transmettre à travers ces événements-là? Bien sûr. Alors, au début, moi, c'est un de mes sponsors qui est une compagnie d'assurance qui m'a dit, tiens, comme tu es dans la finance et tout, ce serait sympa que tu nous racontes un peu ton histoire sur l'Everest aux collaborateurs de l'entreprise. Mais si tu pouvais faire le lien avec le management, ça serait bien. Parce que c'est vrai que dans le sport, il y a aussi des valeurs de persévérance, résilience, esprit d'équipe et tout. Donc, c'est ce que j'ai fait et je pense... Comme j'étais quelqu'un qui était dans l'entreprise, les gens s'identifient à moi. Moi, je ne suis pas un champion du monde. On se dit, le gars, il est trop bon. Exactement. Il a fait ça toute sa vie. Moi, je suis un mec comme tout le monde. Donc, qui est en entreprise, qui avait des rêves, qui s'est donné les moyens d'arriver, en tout cas, d'essayer de les réaliser. Et le but, c'est pour ça que j'ai appelé ces conférences à chacun son Everest, c'est que j'espère qu'à travers mon histoire, les gens, quel que soit leur objectif, leur rêve d'enfant, leur Everest, voilà, ça peut être un Everest, ça peut être avoir une famille nombreuse et faire grandir ses gamins, ça peut être devenir DG d'une société, ça peut, je veux dire, il y a autant d'Everest que de personnes, monter une boîte, entrepreneur. Donc, c'est vrai que évidemment, mes messages, je vais un petit peu, en fonction de l'audience que j'ai en face de moi, je vais parler plus de certaines choses que d'autres. Mais c'est vrai, là, tu parlais de monter une boîte. Les entrepreneurs, c'est aussi un peu des aventuriers. Ils se lancent dans l'inconnu. Ils ne savent pas où est-ce que ça va les mener et tout. Donc, j'essaie, à travers les messages, enfin, moi, les leçons que j'ai apprises dans mes différentes expéditions, que ce soit l'Everest, le pôle Nord, les marathons, les Ironman, dans le sport, de me dire... Est-ce que ça pourrait pas aider certains managers, certains collaborateurs en entreprise en s'inspirant de ces messages-là? Et je pense que apparemment c'est le cas, parce que là, ça fait 10 ans, à peu près 11 ans maintenant que je fais ça. Alors, j'ai commencé au Maroc, mais comme j'ai fait beaucoup de multinationales, elles en ont parlé à leurs filiales à l'étranger. Donc maintenant, j'en ai fait dans 12 pays, en anglais, en français, en arabe. Donc, ça aussi, ce qui au-delà de gagner ma vie par cette activité, je le fais surtout parce que je vois que dans la salle, enfin, j'ose espérer que ça change la vie d'une ou deux personnes. Ça résonne. Voilà. Tant que je vois que les gens m'envoient des messages par la suite en me disant « moi, ça m'a aidé sur le plan personnel parfois ou sur le plan professionnel et tout. Je me suis basé sur ce que tu as dit et tout ça. » Je continuerai à le faire parce que je pense que ce qui me manquait dans ma vie d'avant de banquier, c'est que j'avais l'impression que je n'avais pas d'impact sur ma communauté. C'est-à-dire, c'est vrai, on gère de l'argent, des banques, des choses comme ça. C'est pas concret. Mais c'est pas concret. Là, quand tu reçois des messages de gens, ou parfois même qui sont malades, et qui te disent « mais grâce à toi, je vais me battre, moi aussi, je vais guérir et tout ça. C'est mon Everest, c'est de guérir. Ouais. » Et j'ai envie de continuer à faire ça tant que je peux en vivre, évidemment. Génial. Et donc, effectivement, il y a chacun son Everest. Et il y a aussi un autre message, j'ai l'impression que tu aimes bien communiquer et auquel on t'associe, c'est sortir de sa zone de confort. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur comment est-ce que tu pousses les gens finalement à sortir de sa zone de confort tout en peut-être calculer le risque, c'est ça?
C'est sûr que, ouais, moi je dirais jamais, il y a des jeunes et tout qui sortent du lycée, qui me disent ah, on a envie de faire comme toi, on a envie de tout lâcher. Non, moi c'est vrai que je dis toujours, il faut avoir un plan B quand même. D'accord. Moi, j'ai fait des études, j'ai travaillé, donc sérieusement, c'est vrai que je suis sorti de ma zone de confort et j'ai tout plaqué, mais je veux dire, si ça marchait pas, au pire, je retrouverai un job. Donc ça aussi, je pense que on est d'autant plus fort qu'on a un plan B derrière. Alors, ça sera pas le plan B, c'est pas ce qu'on faisait avant. Ouais. Je reviendrai peut-être pas en banque d'affaires, mais c'est-à-dire c'est ça. C'est que les gens, il faut leur dire, tu vas sortir de ta zone de confort, mais c'est pas un one-way ticket. Tu peux toujours revenir. Alors, ça sera pas exactement la même situation, et c'est ça. C'est les gens, il faut qu'ils soient flexibles aussi dans leur zone de confort, dans ce qu'ils savent faire. Moi, je dis souvent, tout ce que tu sais faire, ben, tu sauras toujours le faire par la suite. Par contre, en faisant d'autres choses, en sortant de sa zone de confort, ben, tu vas apprendre des nouvelles choses, tu vas rajouter des cordes à ton arc. Et je pense que les gens, parfois, ne tentent pas aussi des choses parce qu'ils ont peur de l'échec. Ouais. Et une fois que je leur explique que, de toute façon, dans le chemin de la réussite, il y aura des échecs et qu'il faut passer par des échecs pour réussir, ben, les gens ont peut-être un peu moins peur et se lancent. D'accord, ouais, effectivement, souvent on se dit non mais je peux tout perdre du jour au lendemain, Ouais. mais en fait so what, bon bah au pire On tu. apprend. Moi, j'aime bien cette phrase Mandela. Il disait on perd jamais. Soit on gagne, soit j'apprends. Ouais. Donc, en fait, après un échec, ben, tu apprends des choses et tu es encore plus fort. Je veux dire, finalement, on grandit après un échec. Après une victoire, tu es content, tu célèbres et tout, mais tu n'apprends pas vraiment. Tu reviens jamais en te disant wow, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Tu as gagné, tu es content. Par contre, après un échec, ben, tu réfléchis, tu dis qu'est-ce que je ferais autrement si je refaisais. Donc, à chaque fois qu'on a. Même dans la vie perso, hein, après un échec amoureux ou autre, Bien sûr. ben, on se remet en question, on se dit, et je suis sûr qu'on vit mieux nos prochaines relations parce que ben, on est mieux armé. D'accord, ouais, c'est vrai que ça se retrouve un peu partout. Peut-être parler un peu maintenant du Maroc et ton regard sur, d'abord peut-être sur l'alpinisme au Maroc. Tu as vu les choses évoluer, je pense, depuis 10, 15, 20 ans. Quel est ton regard sur le Maroc aujourd'hui en termes d'alpinisme et ensuite, on parlera peut-être de d'autres sports, en particulier la course à pied qui t'est quand même un Ouais. sport assez cher. Alors, sur l'alpinisme, ce qui est incroyable, c'est le nombre de gens et de jeunes surtout qui se lancent dans ça. Aujourd'hui, vous allez au refuge du Toubkal, il est plein tous les jours. C'est impressionnant. Et bon, surtout les week-ends, évidemment, avec Ouais. les Marocains, mais même en semaine avec des étrangers. Donc ça, et avec des gens de plus en plus jeunes, c'est-à-dire il y a D'accord, beaucoup de jeunes de j'encourage 20 les ans. gens à y aller. C'est Ouais, vraiment ouais. un super endroit. Ouais. J'y suis allé l'été dernier avec des copains que j'ai ramenés de France juste pour ça. Franchement, ils Ouais. étaient impressionnés. Non, ça, c'est top, en fait, qu'il y ait de plus en plus de gens. Maintenant, il faut que aussi les autorités suivent cet engouement, que ce soit le ministère du Tourisme. Alors, il y a de plus en plus de sollicitations pour tout ce qui est tourisme durable, développer ça. Mais par exemple, moi, il y a juste quelque chose que j'essaye vraiment de lobbyer, c'est des frais pour le parc naturel du Toubkal. Tu vois, qu'il y aurait dans tous les autres parcs naturels en France, en Europe, en Aux Asie. États-Unis, Ben, on paye, ouais. voilà, on paye. Alors, il y a même des tarifs pour les locaux et pour les étrangers, voilà, pour que quand même tout le monde puisse y accéder. Et avec cet argent-là, ben, faire un petit peu plus. Il y a malheureusement sur le Toubkal, il y a des gens qui meurent tous les ans, alors très peu, 2-3 personnes chaque année, mais c'est déjà trop. Donc il y a des endroits où on pourrait vraiment délimiter, mettre des barrières, mettre des filets, ce qui se fait sur toutes les pistes de ski en Europe. On pourrait aussi rendre plus propre le parc naturel, c'est-à-dire avec cet argent-là, ben, qu'il y ait des campagnes tous les 2-3 mois. Alors, il y a des associations qui le font, mais vraiment à titre privé. Mais là, voilà, utiliser cet argent pour Préserver. voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des centaines de gens toutes les semaines qui se lancent. Alors, on peut pas gérer le parc naturel aujourd'hui comme on le gérait il y a 20-30 ans. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment... ils en ont pris conscience parce qu'il y a de plus en plus même de marques qui sponsorisent des gens pour faire des challenges en montagne et tout. Donc ça, ce Bien qui sûr, était ouais. plus difficile même quand j'ai tenté l'Everest. Mais voilà, toutes les initiatives, voilà, il faut faire plus d'initiatives pour développer ce tourisme qui est vraiment, moi je trouve, le Maroc a un rôle à jouer parce qu'on est
très proche des marchés émetteurs, c'est-à-dire l'Europe, vraiment les Anglais, les Espagnols, les Français vraiment adorent ce type d'aventure. Et au lieu d'aller jusqu'au Népal, ben, nous, on est à 3 heures d'avion. En plus, quand tu es sur le Toubkal, ben, 1 heure, tu as Marrakech, où tu peux aussi passer des vacances et tout. Mais il n'y a pas assez même là, on parlait du refuge, il y a 2 refuges qui ne sont pas dans un super état. Ouais. Donc ça aussi, ben, ça manque de modernisation et tout. Donc voilà, j'aimerais bien que ça suive aussi ce côté-là, suive l'engouement des Marocains pour ce sport. D'accord. Écoute, c'est ça. On le souhaite tous pour pouvoir randonner plus là-bas et profiter un peu plus de notre Maroc, de notre Atlas et d'accord. Alors peut-être une autre question, peut-être pas juste sur l'alpinisme, parce que Nasser Ben Abdjil, c'est pas juste l'alpinisme, c'est comme tu l'as dit, plusieurs marathons, plusieurs Ironman à ton actif. Et dernièrement aussi, un club de course à pied que tu as initié à Casablanca. Quelle a été l'envie de lancer ce club et est-ce que tu ressens un engouement vis-à-vis de la course à pied? Bien sûr. Alors, depuis quelques années, j'ai vu un engouement incroyable pour la course à pied, hommes et femmes. Et je pense en progression, même un taux plus élevé chez les femmes. Il y a de plus en plus de femmes. Ah oui, dans les clubs de course à pied, il y a 30-40 ans, il y avait peut-être 5% de femmes dans les clubs. Aujourd'hui, c'est du moitié-moitié, donc c'est impressionnant. Donc c'est génial. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait quelques clubs à Casa, mais je voulais initier un club où on va mettre... Souvent, ces clubs-là, c'était des gens déjà confirmés qui les rejoignaient, donc des gens déjà qui couraient un petit peu, soit des 10 km, soit des semis. Moi, je voulais aussi, il y a plein de gens qui voulaient démarrer la course à pied, mais qui m'appelaient, qui me disaient, on ne sait pas comment commencer. C'est assez intimidant, en fait, d'aller rejoindre un club. C'est ça. Moi, je ne peux pas courir avec une personne à la fois et qui n'a surtout jamais couru et tout. Donc, parfois, si c'est des amis très proches, je pouvais faire l'effort. Mais j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui voulaient se lancer, mais qui ne savaient pas qui contacter, comment faire. Donc, il y avait une marque qui m'a contacté pour me dire nous, on te suit si tu veux lancer un club de course à pied. Donc, on a lancé le New Balance Running Club il y a maintenant même pas un mois. Et déjà, on a 450 personnes qui se sont inscrites. Alors, elles ne sont pas encore toutes venues courir. Donc là, tous les matins, enfin les mardis, jeudis, samedis, à peu près, on est sur Bouskoura et Ain Dieb. Donc, il y a à peu près 50 personnes sur chaque site. Génial. Et sur ces 100 personnes, j'allais dire, les 2 tiers sont débutantes. Ouais. Et ça fait plaisir. C'est des gens qui peut-être n'auraient jamais commencé la course à pied. Donc, ça aussi, changer les habitudes des gens, avoir un impact sur sa communauté. Moi, je pense que le sport est très important pour toutes les personnes, pas que ce soit en entreprise ou dans la vie de tous les jours, parce que ça développe aussi certaines valeurs, des valeurs de solidarité, de persévérance, de résilience. Faire demain un 5 km, un 10 km, c'est un challenge un challenge personnel, c'est un plan d'action parce qu'on s'entraîne sur plusieurs semaines avant d'y arriver. Et je pense que les gens qui relèvent ces défis gagnent en confiance en elles et sont plus aptes à relever demain d'autres défis, que ce soit personnel ou professionnel. D'accord. C'est vrai. Et moi-même, qui commençais, j'ai commencé la course à pied, je me suis vite retrouvé à vouloir rejoindre un club pour courir et c'est motivant aussi. Il y a un vrai... Une effervescence, un effet d'entraînement. Et se réveiller le matin, alors nous on court à 6h du matin, je vous garantis que si vous êtes tout seul à vous lever et tout, il y a peu de chance. Voilà, il y a peu de chance que vous y allez tous les matins. Alors que là, on est content de retrouver les copains, même quand on a un petit peu pas trop dormi. Voilà, exactement. On se retrouve, on va discuter un peu au début, pendant l'échauffement, on se les retrouve après. Et puis nous, on va boire un coup parfois, de temps en temps ensemble. Donc ça crée aussi cet esprit de communauté, on va dire, qui est assez sympathique. Exactement. Nasser Ben Abdjil, si tu devais refaire ta vie, est-ce que tu aurais changé le cours des choses ou est-ce que tu aurais re-signé pour cette même vie? Ah non, comme je l'ai dit au début, j'aurais jamais cru que j'aurais vécu 1% de ma chance, 1% de ce que j'ai vécu jusque-là. Et donc, voilà, il y a le mot chance, je pense que c'est un lapsus, mais c'est vrai, je me sens super chanceux. Et je pense qu'aujourd'hui, on est la somme
de nos expériences vécues, c'est-à-dire échec, réussite. On ne peut pas changer un. C'est-à-dire, si tu prends le risque de changer un événement, tu ne seras pas le même gars aujourd'hui. Donc, tu ne sais pas où ça. Donc, moi, comme je suis très content de tout ce que j'ai fait, je suis quelqu'un d'assez ambitieux dans la vie, mais là, je pense que ça me va. Voilà, ça me va. Et que je ne changerai pas, même les échecs, hein, parce que. Ça t'a forgé. Ah oui, j'ai eu des échecs dans la vie, ça m'a forgé, ça m'a rendu plus fort et j'ai pas peur de l'échec parce que j'ai vu qu'après certains échecs, j'ai pu rebondir. Et je pense que quand tu apprends à rebondir après les échecs, tu as moins peur d'essayer parce que tu dis si j'échoue, c'est pas la fin du monde, ça m'est déjà arrivé par le passé, j'en suis pas mort, j'ai rebondi. Génial, inspirant. On arrive sur la fin de cet épisode, j'ai encore 2-3 questions à te poser. Une en particulier, est-ce que tu pourrais nous dire une personne, un Marocain ou une Marocaine, donc un athlète ou une athlète qui t'ont pas mal inspiré au cours de ta vie et vers qui tu voudrais peut-être rendre un hommage ou en tout cas le mentionner au micro du podcast? Bien sûr, alors moi j'aime beaucoup la course à pied. Enfin, c'est le premier sport qui m'a vraiment attiré. Donc, il y a deux athlètes qui m'ont vraiment marqué. La première, c'est Nawal Moutawakil, donc une femme. C'est la première médaillée d'or olympique donc africaine, hommes et femmes, hein, quelques jours avant Saïda Ouetta. Donc, c'est vrai que c'était inspirant qu'une femme gagne une médaille d'or olympique et se dire qu'on était au top de l'athlétisme mondial sur une discipline. Et puis, quand même, le Guerrouj, c'est quand même un athlète que j'ai tellement admiré. C'est pendant ma jeunesse, il a gagné tellement de courses. Je veux dire, ça faisait tellement plaisir de voir une course de Guerrouj parce que tu partais assez confiant qu'il allait gagner la course. Le matin d'aller courir. Exactement. En plus, c'est quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois et qui est devenu un ami, donc quelqu'un de très humble, pardon. D'ailleurs, pour une petite anecdote, le jour où je suis arrivé au sommet de l'Everest, il m'a envoyé un message en me disant je t'échangerai bien mes 2 médailles olympiques contre le sommet de l'Everest. Je suis prêt à le faire quand tu veux. Et un record qui tient toujours. Et un record qui tient toujours. Pour moi, c'est un athlète hors du commun. Et pourquoi il me plaît? Je pense aussi parce que l'échec d'Atlanta. Et là, c'est une bonne... avec ce que j'étais en train de dire, je veux dire, ça rejoint ce que j'étais en train de dire. C'est quelqu'un, et quand je l'ai vu, et j'ai rencontré aussi Aziz Daouda, son entraîneur de l'époque, il m'a dit s'il n'était pas tombé à Atlanta, il n'aurait peut-être pas eu la carrière qu'il a eue, et la niaque pour avoir la carrière. Et donc, tu vois, ça rejoint un peu ce que tu dis. Est-ce que, tu vois, si tu lui avais posé la question, est-ce que tu aurais enlevé quelque chose? Eh bien, je pense qu'il aurait pas dit l'échec d'Atlanta. Parce que peut-être s'il avait gagné cette course d'Atlanta, il aurait peut-être même pas eu la niaque de continuer et de faire tout ce qu'il a fait par la suite. Donc, c'est pour ça que parfois, je te dis, les échecs sont bienvenus. Ça nous remet en question, ça abaisse peut-être un peu l'ego quand on part quand on est trop confiant et tout. Et donc, le gros, c'est aussi ça. C'est comment il est revenu à cette course. Je l'avais vu en direct. On a tous eu beaucoup de peine pour lui quand c'est arrivé, quand il tombe. Et c'était vraiment... Et il a reperdu après à Sydney. Il ne faut pas oublier qu'à Sydney, il était ultra favori. Il a perdu. Il a fini 2e. Donc, ça aussi, grosse déception. Et il a fini par être doublement médaillé olympique, dont 5000, qui n'était pas sa spécialité et tout. Donc, ça s'est fini en apothéose après 2 échecs aux Jeux olympiques. Donc, ça aussi, pour moi, c'est un parcours... voilà, si tu me disais quel parcours d'un athlète inspirant, le Guerrouj. Génial. Et je pense qu'il l'est pour bon nombre d'entre nous, en tout cas. Alors, peut-être avant-dernière question, est-ce que tu aurais un livre ou en tout cas un film documentaire qui t'inspire ou vers lequel tu voudrais recommander les jeunes Marocains à le lire ou à le regarder? Alors, moi, il y a un film, d'ailleurs, qui est tiré d'un livre, c'est Everest. C'est le film qui est tiré de Into Thin Air. C'est sur une expédition qui a eu lieu en 1996 sur l'Everest qui avait très mal tourné, donc c'est une histoire vraie. À voir incroyable. Peut-être pas à voir juste avant d'aller sur l'Everest parce que ça va peut-être pas vous donner parce que vraiment c'est tout ce qu'il faut pas faire et en fait tout ce qui fait que parfois ça tourne mal sur l'Everest. Donc ça m'avait vachement marqué et surtout le bouquin est incroyable.
c'est comment il y a de l'entraide et tout, comment malgré ça, il y a parfois des décisions qui sont mal prises et qui amènent vraiment vers des catastrophes. Et puis le deuxième film qui m'a marqué, c'est La vie est belle, avec Roberto Benigni, Ouais. parce que là aussi, je pense que la morale du film, elle est incroyable et je pense que j'espère être quelqu'un un petit peu aussi comme ça. C'est le gars, ils vivent une expérience incroyable et ils sont dans des camps de concentration. Et le gars avec son fils, alors j'ai une relation aussi assez fusionnelle avec mes enfants avec qui je passe beaucoup de temps. Il essaye de faire croire que c'est un énorme jeu pour que son enfant ne sache pas exactement où ils sont. Et c'est un film que j'ai vu plusieurs fois et qui m'a vraiment marqué parce que j'adore la morale de l'histoire. Génial, génial. Je recommande à tous nos auditeurs de le regarder, de le lire et de nous faire des retours. Dernière question, est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer aux jeunes et aux moins jeunes qui nous écoutent aujourd'hui sur l'alpinisme et sur le sport en général, à tous ces Marocains et Marocaines qui nous écoutent? Bien sûr, alors moi, le premier message, évidemment, c'est croire en ses rêves, comme j'ai cru au mien, mais surtout rêver grand. C'est-à-dire, quand vous avez des rêves, essayez de rêver grand. C'est pas parce que personne l'a fait avant vous que vous pouvez pas. C'est peut-être vous qui allez ouvrir la voie aux autres, mais aussi de travailler dur pour arriver à ces rêves. Souvent, les jeunes, ils ont des rêves, ils sont ambitieux, mais je trouve que ces derniers temps, parfois les jeunes, ils veulent arriver rapidement. Et moi, j'ai mis pratiquement 12 ans à faire l'Everest, enfin plus d'une dizaine d'années avant de faire l'Everest, donc ça m'a pris du temps. Ça aurait pu me prendre 30 ans, mais je sais qu'un jour, j'allais le faire. Donc ça aussi, de se dire que le chemin pour arriver ou pour accéder à ses rêves peut être long. Ouais. Et donc, il faut être patient. Et c'est bête parfois de démarrer des projets et de s'arrêter parce que on n'a pas été assez patient. Alors que peut-être qu'avec 1 an, 2 ans, plus de travail, peut-être qu'on y serait arrivé. Donc, il faut se dire aussi, être prêt à faire des sacrifices pour arriver à ses rêves. Et c'est ça, parfois, que les jeunes sont peut-être pas prêts à faire. C'est aujourd'hui, malheureusement, encore une fois, avec les youtubeurs, les crypto-monnaies, les choses comme ça. On veut tout vite, rapidement. Les gens, mais je veux dire, pour une personne qui réussit comme ça, il y en a 100 000 qui n'ont pas réussi. Donc, je veux dire, le chemin le plus sûr vers la réussite, ça reste encore et malgré tout le travail et la persévérance. Génial, génial, très inspirant. Nasser Ben Abdjelil, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast et à cet épisode. Merci. Merci à toi, Amine, et bon courage pour la suite. Génial, merci.